Alors, nous reprenons nos travaux sur les consultations particulières et auditions publiques sur le document intitulé « Document de consultation sur la réglementation du prix de vente au public des livres neufs, imprimés et numériques ». On a le plaisir maintenant de recevoir les librairies indépendantes du Québec. Monsieur Dominique Lemieux, vous en êtes le directeur général. Alors, vous avez l'agréable tâche de nous présenter les gens qui vous accompagnent, après quoi vous aurez 10 minutes pour nous présenter l'essentiel de vos réflexions. Je ne sais pas si vous êtes le seul qui parlerait, mais évidemment, toutes les autres personnes qui sont avec vous peuvent s'exprimer. Et par la suite, il y aura des échanges avec les parlementaires. Ça vous va? Alors, tu te fais tes présentations, s'il vous plaît, des gens qui vous accompagnent? Oui. Donc, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, d'abord, nous vous remercions de nous avoir convoqués en cette chaude journée de juillet. J'espère que... d'août, hein? Plutôt d'août. Oui, il fait chaud comme si on était en juillet. Puis on ne voit pas le temps passer, ouais. Hein, c'est comme ça. J'espère quand même que vous avez vous avez pu profiter de la bonne saison puis de faire quelques bonnes lectures au cours des derniers mois. Donc, je nous présente. Je m'appelle Dominique Lemieux. Je suis directeur général de la Coopérative des librairies indépendantes du Québec. Je suis accompagné aujourd'hui par Monsieur Yves Guillet, qui est président de notre regroupement, qui est également propriétaire de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert. Ensuite, M. Laval-Martel, qui est le vice-président de notre regroupement, qui est propriétaire de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi, et par Mme Marie-Hélène Vaugeois, qui est copropriétaire de la librairie Vaugeois, ici même à Québec. Donc aujourd'hui, nous ne nous présentons pas devant vous de façon misérabiliste. Je pense que c'est important de le mentionner. Au contraire, notre regroupement rassemble un groupe de librairies vivantes, impliquées dans leur communauté, tournées vers les nouvelles technologies. Certes, les temps sont plutôt difficiles, mais nos librairies demeurent motivées et dynamiques. La Coopérative des librairies indépendantes du Québec, qu'on appelle communément les LIC, a été créée en 2007 et elle rassemble 90 librairies, dont plusieurs dans vos circonscriptions. Il y a notamment les librairies Daigneault, Solis ou Saint-Antoine à Saint-Hyacinthe, la librairie Libère à New Richmond, Carcajou à Laval, au Carrefour à Boucherville, puis de nombreuses librairies, il y en a près d'une quarantaine là, sur l'île de Montréal, puis certaines autres qui ne sont pas membres, dont la librairie Côte-Nord à Sept-Îles. C'est quoi une librairie indépendante? Bien, c'est un commerce avec sa propre personnalité qui compte généralement moins de 5 succursales. Puis ça se résume en 3 mots, la proximité, la diversité et le service. Parce que oui, le libraire indépendant se distingue par son service de qualité, sa passion du métier, son professionnalisme et son implication dans la communauté. L'objectif des LIC, des librairies indépendantes, la coopérative que je représente, est d'assurer un sain développement du réseau des librairies indépendantes en les soutenant d'un point de vue promotionnel et commercial. Individuellement, il y a plusieurs projets que les librairies indépendantes ne seraient pas capables de développer, puis en agissant de façon collective, on arrive à développer des projets très intéressants. Par exemple, c'est nous qui créons la revue Le Libraire, qui est un magazine, le plus important magazine francophone littéraire au Canada. On produit des catalogues, des carnets thématiques, des outils promotionnels. On négocie des ententes de tarifs préférentiels groupés, notamment avec Post Canada. Donc, c'est bénéfique pour l'ensemble de nos membres. Puis, chacun des indépendants est capable d'en bénéficier. Depuis ses débuts, les LIC sont très actifs sur le web. Nous avons joué un rôle majeur au cours des dernières années dans le virage numérique au Québec. D'abord en lançant un site qui s'appelait Livre québécois. On a été parmi les premiers à vendre le livre numérique au Québec. On vendait, il y avait à peu près 1500 livres numériques qui étaient disponibles sur le marché, puis nous, on les offrait à notre clientèle. Puis depuis 2011, il y a le site ruedeslibraires.com qui est un site transactionnel qui regroupe 250 000 livres en langue française dans les formats papier et numérique. On vend autant au grand public qu'aux clients institutionnels, les bibliothèques publiques, les écoles, etc. D'abord, c'est important de rappeler que notre positionnement se fonde sur le caractère singulier du livre. Le livre est un objet culturel. Il n'est pas et ne doit pas être considéré comme un produit marchand similaire aux autres. Il porte les traces de notre identité collective, il façonne notre relation à l'autre, il décortique notre histoire, il se questionne sur notre société, il fait rayonner le Québec. Cela dépasse le statut de tout autre produit commercial. Il importe donc d'en assurer la pérennité. On le sait, la loi 51 a joué un rôle majeur dans l'histoire du livre québécois. Grâce à cette réglementation, le milieu du livre a connu une croissance soutenue, notamment dans le secteur de la librairie. Il y a eu une éclosion d'un solide réseau de librairies agréées aux 4 coins du Québec. Pour être agréée, une librairie
Puis quand on devient agréé, on peut vendre aux clients institutionnels, donc les écoles, les bibliothèques. Il faut respecter plusieurs critères qualitatifs, dont l'obligation d'avoir 6 000 titres, dont 2 000 québécois. La situation actuelle, aujourd'hui, le Québec compte 192 librairies agréées. Donc, ça inclut les indépendantes, les chaînes de librairies et les coopératives en milieu scolaire. Depuis 2006, il y a 31 librairies qui ont fermé leurs portes, dont 24 depuis 2010. Dans les derniers mois, la Ville de Québec a connu une hécatombe, perdant 4 librairies, dont la Générale française, une institution dans le Vieux-Québec. La part de marché des indépendants est passée de 31,9 % en 2008 à 27,7 % en 2012. La situation financière des librairies, particulièrement les indépendantes, est difficile, on ne le cachera pas. Ces commerces ont très peu de marge de manœuvre. Les coûts fixes, salaires, loyers, fournitures de bureaux, les frais financiers sont très élevés. La rentabilité est également anémique. Selon une étude de l'Association des libraires du Québec qui va être présentée devant vous demain, c'est basé sur les états financiers de 29 librairies. Le bénéfice d'exploitation en 2012 était de 0,84 %, alors que selon les normes, un commerce de détail en santé doit dégager des bénéfices d'au moins 4 %. Donc, on voit qu'on est clairement en deçà de ces chiffres-là. La vente en ligne, l'essor du livre numérique, la multiplication des sites étrangers, c'est sûr que le marché du livre a connu de nombreuses mutations au cours des dernières années. Le virage numérique s'affirme. Aujourd'hui, on dit que ça représente 2 à 3 % du marché du livre québécois, en comparaison avec le 20 % du marché américain, 15 % du Canada anglais, 3 % en France. On voit qu'il y a à peu près un Québécois sur 4 qui a dit en 2012 avoir fait des achats en ligne, selon une étude du CFRIO. Donc, un Québécois sur 4. Puis de ce nombre, là, il y a 19 % des cyberacheteurs qui ont acquis des livres numériques. Pour un joueur local, surtout un indépendant, c'est très difficile de se lancer de façon active sur le web. Les investissements demandés sont trop importants. Par contre, les indépendants sont loin d'être pessimistes. Ils embrassent le virage web et le livre numérique. C'est pourquoi la majorité des librairies sont actives aujourd'hui sur les médias sociaux, puis qu'elles participent à rudeslibraires.com notamment, ce qui leur permet de vendre du livre papier et du livre numérique à leur clientèle. Maintenant, parlons un peu de la stratégie des grandes surfaces. Une grande surface compte habituellement entre 200 et 350 livres sélectionnés parce que leur potentiel de vente est extrêmement élevé. Ces best-sellers sont conservés en inventaire tant que les ventes sont au rendez-vous. Un livre qui vend 1 ou 2 exemplaires par semaine va être rapidement retiré des tablettes pour laisser la place à un titre qui roule de façon beaucoup plus importante. Chaque année, c'est donc environ 1500 titres qui sont présents dans les grandes surfaces à un moment ou à un autre. En 2012, selon la BTLF, la Banque de titres de langue française, il y a eu 53 186 ouvrages francophones qui ont été mis en marché au Québec, dont 5 700 livres québécois. Ainsi, c'est moins de 3 % des livres qui sont représentés dans les magasins à grande surface. Les grandes surfaces se concentrent sur ces ventes faciles, évidemment les plus lucratives, qui demandent un effort de vente minimal et offrent un roulement très rapide. En librairie, on trouve jusqu'à 50 000 livres en inventaire et on peut commander plus de 750 000 livres de fonds, donc qui sont parus depuis au moins 1 an. Les ventes de ces ouvrages sont plus modestes et définitivement moins rentables parce qu'elles demandent un travail de vente supérieur, le service conseil, la promotion, la logistique. Il y a un taux de retour qui est plus élevé des nouveautés aussi, des nouveautés moins best-sellers. Mais la vocation des librairies, particulièrement celle des librairies indépendantes, demeure de donner une visibilité à cette bibliodiversité. Les grandes surfaces appliquent un rabais systématique de 25 à 30 %, voire plus, sur le prix suggéré par l'éditeur. Cela devient un produit d'appel pour convaincre les gens de se déplacer et d'acheter à plein prix des cartouches d'encre, des produits électroniques ou de la nourriture pour chiens. De plus, on n'y trouve aucun service et il est impossible de commander un livre absent. En résulte donc un fort roulement de valeur sûre. Le nouveau livre de Michel Tremblay va se trouver en grande surface, mais essayer d'y trouver les 40 livres précédents, ça va être impossible. Les livres de Régent Ducharme, de Marie-Claire Blais, d'Anne Hébert, de Gaétan Soucy n'ont jamais existé en grande surface. Pourtant, quand on parle de littérature québécoise et de nos meilleurs représentants, c'est vers ces visages-là qu'on se tourne. Depuis la montée des grandes surfaces au Québec, une grande part des ventes de best-sellers se sont déplacées là-bas. En 2011, ça représentait des ventes de 79 millions de dollars. Cela résulte en une diminution marquée des ventes rentables en librairie et une baisse du bénéfice brut des librairies. De plus, cela accentue la perception que les livres sont plus chers en librairie. Plusieurs libraires se font souvent traiter de voleurs, même s'ils vendent le prix au livre au prix juste proposé par l'éditeur. Cette année, le Québec célèbre le 25e anniversaire du décès de Félix Leclerc. Ma question, où pourra-t-on trouver les livres
de poésie de M. Leclerc. Certainement pas en grande surface. En ligne, certainement, probablement perdu parmi le reste du catalogue parce que les sites étrangers n'ont pas nécessairement cette sensibilité culturelle-là, alors que les recueils de poésie en librairie sont mis de l'avant, ils vivent, ils survivent, ils existent. Maintenant, en vrac, pourquoi les librairies indépendantes du Québec soutiennent la réglementation du livre? Bien, c'est d'abord pour assurer la proximité physique au livre dans l'ensemble des régions du Québec, de Gaspé à Val-d'Or, de Bécomo à Gatineau, pour favoriser l'accès à la culture, à la lecture et à l'éducation, pour garantir une diversité de l'offre éditoriale proposée aux lecteurs, ce qu'on appelle la bibliodiversité, pour permettre à tous les livres et à tous les auteurs d'être confrontés, grâce à leur qualité intrinsèque, aux best-sellers, et pour que l'objet de la concurrence soit lié à la qualité des ouvrages et du service offert. Il arrive souvent que des gens se déplacent en librairie, font le tour des vitrines, des blocs à l'entrée, puis qu'ils disent « Ah, on va aller voir chez Walmart, le livre est probablement moins cher, puis s'il n'est pas là, on va revenir ». C'est un réflexe qui est courant dans la tête de plusieurs consommateurs, puis ça, c'est vraiment lié au fait que le rabais est omniprésent dans ces grandes surfaces, puis ça représente des pertes directes pour les librairies. C'est aussi, on croit également, un prix réglementé pour préserver un nombre important d'emplois. C'est quand même 12 000 personnes qui travaillent dans cette industrie-là. Ce n'est pas négligeable. Donc, le comment, vous le savez, on en a parlé plusieurs personnes en ont parlé depuis le début de la commission. C'est l'ensemble des maillons de la chaîne du livre, des écrivains aux libraires s'entendent sur les normes à mettre en place dans un contexte de réglementation. L'enjeu a été longuement analysé par chacune des parties impliquées, puis a permis d'atteindre un consensus inédit dans le milieu du livre. Partout sur la planète, des exemples de protection similaires existent, notamment dans la majorité des pays de l'OCDE. Vous allez trouver dans notre mémoire certains exemples positifs, comme en Allemagne, et des contre-exemples, particulièrement chez nos voisins canadiens et anglais. Au final, la réglementation du prix du livre est une mesure essentielle pour préserver une diversité éditoriale et une accessibilité aux livres francophones, ce que seul un vaste réseau de librairies en santé, particulièrement des indépendants, peut assurer. Monsieur Lemieux, je suis désolée. Oui. On devra s'arrêter parce que je vous ai donné un petit sursis, un moment supplémentaire, mais là, on devra passer la parole aux parlementaires. Je ne vous en tiens pas rigueur. Ah, vous êtes bien gentil. Monsieur le ministre. Merci, Madame. Sûrement, vous aurez l'occasion de passer vos messages. Merci, Madame la Présidente. Madame, Messieurs, soyez les bienvenus. Et merci pour votre contribution. J'avais noté que vous étiez dans la salle quand la personne, M. Colbert, la personne qui vous a précédé, a fait sa présentation. Je voudrais vous entendre sur la question, sur la piste de solution relative au regroupement d'indépendants comme modèle d'organisation. Est-ce que, de votre perspective des choses en tant que gens de terrain, c'est une voie explorable? Ce que j'aurais aimé, c'est que M. Colbert reste dans la salle parce qu'il aurait appris qu'il n'est pas tout à fait à jour. Ce qu'on vient de vous exposer, c'est exactement ce que M. Colbert proposait. Donc, un de ces éléments de solution est déjà réalité par l'existence de la coopérative des librairies indépendantes du Québec, qui est le regroupement dont Dominique a fait état. Alors, je pense qu'il y a déjà des gros efforts qui ont été faits. On travaille fort pour se tailler une place dans le marché du livre et garder la place qu'on a, avec l'aide de la SODEC notamment. Et puis, autant du côté du livre papier et du livre numérique. Je voudrais mettre en perspective aussi, on parle beaucoup de numérique, on parle beaucoup des jeunes. Il reste que le livre papier est encore 95% du marché du livre au Québec et les jeunes représentent 15% des lecteurs. Il ne faut pas oublier les 85% qui restent. Merci. OK. Est-ce que le prix unique, le prix unique sur les livres neufs, numériques ou papier, va régler tous les problèmes des librairies indépendantes? Premier volet de la question. Et est-ce qu'il y a, dans l'hypothèse où vous confirmez, est-ce qu'il y a urgence de procéder?
pour une réglementation? Je crois qu'il y a urgence si on voit les statistiques sur le nombre de fermetures de librairies. Il y a eu, il y a à peu près 2 ans, une étude qui a été faite par un spécialiste, Michel Lassalle. Et dans cette étude-là, on pouvait voir que s'il y avait une partie, ne serait-ce que relativement minime des ventes de best-sellers qui passaient des grandes chaînes et des grandes surfaces aux librairies indépendantes, la santé financière des librairies indépendantes se verrait améliorée de manière notable. On voit, d'après les chiffres que Dominique a cités, là, que la marge bénéficiaire est très mince, et quand c'est très mince comme ça, il suffit qu'il y ait une mauvaise période pour qu'on tombe dans le déficit et dans les difficultés financières. Donc, ça pourrait être certainement une solution salutaire. Je rappellerai aussi qu'en 2000, lors du comité Larose, il y avait déjà eu cette recommandation-là. Et si on l'avait appliquée, je pense, à ce moment-là, il y aurait eu un effet direct sur la rentabilité des librairies. OK. Vous n'abordez pas la question, dans votre mémoire, vous n'abordez pas la question de la mise en œuvre d'une réglementation éventuelle du prix du livre. Est-ce que vous avez réfléchi aux modalités d'application d'une telle mesure? Je pense notamment aux activités commerciales liées à la vente en ligne et aux difficultés que représenterait l'application relativement à l'extraterritorialité. Les entrepôts en Ontario, par exemple, de Amazon, qui pourraient vendre au Québec à prix réduit. Est-ce que vous avez réfléchi à tout ça? On a vérifié et il est possible avec la territorialité sur le web. Et Amazon sera obligé d'appliquer le 10 si jamais la réglementation se fait au Québec. C'est sûr que les librairies en Ontario ne seront pas obligées de respecter la réglementation, mais il n'y a qu'à peu près qu'Ottawa qui est proche de la frontière avec le Québec. Et on a posé la question aux libraires de Gatineau et ils sont pas du tout inquiets de cet impact-là. Ils disent que de toute manière, les gens de Gatineau magasinent à Gatineau. Ils ne voient pas pourquoi ils changeraient leur habitude de magasinage. Donc, ça a été vérifié et on sait qu'on peut faire respecter la territorialité sur les sites Internet. OK. Ce que la France fait d'ailleurs. Que la France, oui. OK. À votre avis, est-ce que le prix unique du livre neuf pourrait avoir pour conséquence de pénaliser ou de limiter l'accès aux livres, disons, aux familles défavorisées? Il restera toujours les bibliothèques. Et il ne faut pas oublier que le livre est probablement un des rares produits qui est mis en rabais dès sa sortie. On va au cinéma, on paye le plein prix au début. Le mardi, on peut payer un peu moins cher. Quelques mois plus tard, il sort en DVD. Quelques mois plus tard, il se retrouve à la télévision. Ça peut être la même chose. 9 mois plus tard, les gens pourront acheter le best-seller à moins cher. Il n'y aura rien qui empêchera au livre d'être à rabais 9 mois plus tard. Faut pas oublier, M. Coteau, il y a 190 librairies agréées au Québec. Si on parle de grandes surfaces, leur nombre est de beaucoup moindre que ça. Je ne sais pas, il y a peut-être 10 Costco au Québec et puis je ne sais pas combien les Walmart. Les gens dans les régions hors centre sont assez éloignés des villes d'importance là, où il peut y avoir ces grandes chaînes-là. Alors si, par exemple, la situation des librairies devenait à ce point dramatique que le nombre de librairies tombait de 190 à, bon, je dis n'importe quoi, à 120, je ne suis pas sûr qu'on aurait gagné en accessibilité. Il n'y aura pas des Costco et des Walmart dans chacune des petites villes où il y a actuellement des librairies. OK. Dans votre mémoire, vous évoquez la mise aux normes des librairies aux nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez élaborer davantage? Bien, comme je disais tout à l'heure, individuellement, c'est sûr que c'est un investissement très important pour un libraire indépendant. Il y a très peu de libraires qui sont capables d'y arriver. Il y a certains libraires qui ont tenté l'expérience. C'est sûr que c'est un virage qui est très exigeant. Par contre,
comme regroupement, c'est le genre de projet qu'on est capable de mener puis d'avoir une vitrine commune pour l'ensemble des libraires. Rue des libraires, c'est ça. Aujourd'hui, un lecteur qui veut avoir accès à du livre numérique peut venir sur le site Rue des libraires, choisir le livre qui l'intéresse, puis en rentrant son code postal, dans son panier d'achat, on lui dit c'est quoi les librairies le plus près de chez lui. La librairie reçoit le pourcentage de la vente attribué. C'est un système qui existe déjà. Ensuite, bon, il y a quand même un travail de promotion, il y a quand même un travail de formation auprès des gens pour que les informer de cette offre-là. Ça, c'est le travail que chacun des libraires va avoir à jouer dans sa communauté. Mais collectivement, il y a moyen, puis ça existe déjà. Pour nous, le livre numérique, on en parle parfois, ça va arriver, c'est arrivé, et ça fait partie de notre quotidien. Un site comme Rue des libraires, la vente de livres numériques, ça représente à peu près 40% du volume d'affaires. Donc, c'est pas marginal, c'est quand même important. Puis surtout, avec la vente aux bibliothèques publiques, par exemple, qui offrent aujourd'hui auprès de façon importante partout dans la province le livre numérique. Donc, ça existe. Mais encore là, je pense que c'est par des projets collectifs comme ceux des librairies indépendantes qu'on est capable d'y arriver. Si vous me permettez, personnellement, moi, à la librairie, on a fait un blog qui est très bien, qui est assez visité à tous les jours, qui nous permet de faire la promotion du livre via le web. J'ai des commentaires, c'est sûr que c'est pour faire la promotion de ma librairie, mais c'est pour faire la promotion de la lecture aussi. Donc, j'ai des commentaires de gens en Abitibi, de Montréal, qui commentent sur mon blog, qui m'envoient des commentaires. Ça me permet, et après, je réfère pour les ventes à Rue des libraires. Donc, ça nous permet aussi d'être, on est présent sur le web, de toutes sortes de manières. En même temps, il faut être conscient aussi de la réalité du marché. Amazon est présent sur le marché, puis c'est correct, là, on n'est pas en guerre contre Amazon, on n'est pas en guerre contre Costco, on n'est pas en guerre contre Walmart. On a chacun de nos particularités, puis on rejoint chacun de nos publics. Par contre, sur Amazon, les gens qui achètent un Kindle sont un peu emprisonnés dans cet univers-là. Donc, ils sont obligés d'acheter ensuite avec leur Kindle sur la boutique d'Amazon. S'ils voulaient venir acheter des livres sur la plateforme Rue des libraires, ce serait plutôt complexe. Donc, ça, on est confronté à ce genre de réalité-là. Mais avec la majorité des tablettes ou des liseuses, à l'exception du Kindle d'Amazon, on est capable de fournir les livres à monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui nous fréquentent à tous les jours puis qui achètent de façon très régulière sur le site. OK. Autre volet. Vous proposez l'application de cette hypothétique réglementation sur 9 mois. Pourquoi pas 12, et aussi un escompte de 10%. Pourquoi pas 6, pourquoi pas 15? J'aimerais vous entendre là-dessus. J'ai posé la même question à d'autres personnes qui vous ont précédé. J'ai été pendant plusieurs années sur le conseil d'administration de l'Association des libraires du Québec qui va être ici demain. J'en ai été présidente pendant 3 ans. Je peux vous dire que ce consensus est venu de plusieurs réunions qu'on a faites dans le milieu. C'est le consensus qu'on a trouvé qui était celui dans lequel les différents membres du milieu étaient le plus confortables. Ça a été plusieurs réunions, ça a été plusieurs discussions. Et on en est venu à ce 10% et 9 mois pour plaire à tout le monde, je dirais. En fait, consensus, non pas seulement à l'intérieur de l'Association des libraires, mais de tous les acteurs de la chaîne du livre au complet. De l'ADEF, l'ANEL que vous avez rencontré hier, l'ADEL que vous avez rencontré en septembre, les bibliothèques publiques, on s'est tous rencontrés. Sur la table de concertation de la SODEC aussi, on en a discuté beaucoup. C'était un dossier très important pour nous dans les dernières années. Et ce 10%-là, 9 mois, est venu... C'est la conclusion de toutes ces rencontres-là, en fait. Les libraires sont à l'aise avec cette recommandation. Ce pourcentage-là correspond aussi à... Déjà, on a des cartes fidélité dans des librairies qui donnent droit à une escompte après tant d'achats de volume. Donc, ça correspond entre 5 et 10%. Donc, il y a eu ce compromis-là d'accepter. Je vous poserai une petite dernière question. Est-ce qu'une réglementation, hypothèse d'adoption, aurait un effet nul dans la mesure où on recherche, disons, des solutions pour ralentir... Quelqu'un parlait d'hécatombe tout à l'heure, le rythme de l'hécatombe dans nos librairies indépendantes. On veut
surtout, c'est que les gens lisent, aient accès à la lecture et accès à une diversité de lectures. Donc, ce qu'on croit avec cette réglementation-là, c'est qu'elle peut permettre de regarder des librairies vivantes, dynamiques. Elle va donc permettre d'avoir, si on se met à vendre des livres que dans les grandes surfaces, il y a 500 livres par année dans les grandes surfaces. C'est pas suffisant. Il va manquer de choix pour les gens. Et ce qu'il faut, c'est qu'on ait une bibliodiversité. C'est très important. Et nous, on croit que cette réglementation-là va permettre la bibliodiversité parce qu'elle va permettre plusieurs... Le risque de ne pas avoir de réglementation, c'est qu'on se retrouve avec un oligopole, d'avoir Walmart, Costco, Target, qui vont avoir le contrôle du marché du livre et qui vont pouvoir choisir ce qui va être paru. Ils ne vont vouloir que des best-sellers. Donc, tout ce qui ne sera pas best-seller n'existera plus ou à grand prix. Merci. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur, bonjour, Madame. Je veux juste mentionner, tout à l'heure, on a mentionné que ça touche un peu la question que M. le ministre va poser, mais je vais la poser autrement. Alors, on dit que la réglementation du prix du livre, c'est comme une taxe déguisée qui va être opposée aux consommateurs, qui va avoir peut-être pour effet que les gens vont acheter moins, les gens les plus démunis. Est-ce que vous autres, vous l'apercevez comment, pour vous autres, est-ce que c'est une taxe déguisée ou si c'est plus un outil qui va permettre justement de maintenir les librairies indépendantes un peu plus vivantes, un peu plus énergiques, je ne sais pas? Moi, je ne crois pas que ce soit une taxe déguisée. Je pense plutôt que ça va ramener du monde en librairie, contrairement aux professeurs de HEC. On entend souvent des commentaires en librairie de gens qui viennent demander des conseils et, naturellement, on entend aussi le commentaire de dire « je vais l'acheter chez Costco ». Mais quand on prend le temps d'expliquer aux gens que Costco, par exemple, tient à peu près 200-300 titres, puis que nous autres, on a 20 000, 30 000 titres à supporter. Et donc, la vente de livres best-sellers, on en a besoin pour la question de trésorerie. Les gens comprennent, puis finalement acceptent d'acheter le livre en librairie. Donc, si jamais le prix se vend le même prix, avec un écart peut-être de 10 %, je pense que les gens ne prendront pas la peine de partir de la librairie pour aller dans un centre d'achat éloigné, pour aller chez Costco. Ils vont l'acheter en librairie pour 10 % de différence. D'autant plus que le livre aujourd'hui en librairie indépendante qui est à 24,95 avec une réglementation va être vendu à 24,95 en librairie. Le consommateur qui se déplace en librairie, autant dans les indépendantes que dans les chaînes, va payer exactement le même prix. Ce qu'on limite, c'est de diminuer de 25 à 30 % le rabais consenti dans les grandes surfaces à un maximum de 10 %. Il y a un 15 % de jeu qui est appliqué. Donc, ça demeure assez marginal. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le prix du livre, au final, va être exactement le même avant qu'après la réglementation. Donc, ce n'est pas une taxe déguisée. Puis, le consommateur de New Richmond qui va à la librairie Libert aujourd'hui, va continuer d'aller acheter ses livres à la librairie Libert, puis il ne paiera pas plus cher demain. Merci beaucoup, monsieur le député. Ça fait, on a 16 minutes d'écoulées de votre côté. Je vais céder la parole maintenant à Madame la députée de la Porte. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, Madame, Messieurs, tout comme mon collègue de Jacques Cartier, qui était très fier de parler d'une librairie dans son comté, alors je vous dirai que je suis très fière d'avoir aujourd'hui parmi vous M. Guillet, qui a sa librairie, Le Furteur, dans le beau comté de la Porte. Et d'ailleurs, dans l'ancien comté fédéral de l'actuel ministre de la Culture. En débutant, j'aimerais, Madame Vaugeois, vous avez mentionné quelque chose tantôt là, que j'ai trouvé un petit peu dur et sévère. Et c'est quand on a parlé des gens qui peut-être n'auraient pas les moyens de se procurer un livre. Et vous avez répondu, il n'aura qu'à se présenter dans une bibliothèque. Mais ça se pourrait que cette personne-là
chérissent un livre aussi et qui veulent l'avoir dans sa bibliothèque. J'ai trouvé ça un peu sévère. Mais ce que je veux dire, c'est, en fait, oui, il y a la solution des bibliothèques, je suis d'accord qu'ils vont avoir envie de l'avoir chez eux. Ce que je dis surtout, c'est que 9 mois après la mise en marché du livre, il va pouvoir être à rabais. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est que on va juste retarder le rabais. Et quand on y pense, c'est logique. On n'achète pas un morceau de vêtement là, à sa sortie à rabais. On l'achète à la fin de la saison à rabais. Oui. D'accord, merci. Je voudrais clarifier des chiffres. Vous parlez de 90 librairies membres et un petit peu plus loin dans le document, on parle de 192 agréés. Est-ce que j'additionne les deux ou si vos 90 font partie du 192? Exactement. Et c'est le total au Québec des librairies? Agréé. Agréées, OK. Il y a d'autres. Il y a d'autres points de vente qui peuvent être des librairies, papeterie, par exemple, ou qui n'ont pas nécessairement le 6000 volumes exigés pour être agréés. Par exemple, ici à Québec, il y a la librairie Flactaire sur Saint-Joseph, qui est une librairie spécialisée en bande dessinée, mais qui n'est pas agréée pour le moment. OK. Hein? Mais agréable. Mais agréable, malgré tout. Donc, cette librairie-là n'est pas comptée dans les 192 dont on parle, mais ça demeure quand même une librairie très intéressante. J'en doute pas. Est-ce que vous connaissez, dans le cas de la France qu'on parle, qu'on cite souvent comme réussite, là, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner combien de librairies par habitant versus le Québec? Combien de librairies par habitant au Québec? Je n'ai pas ces informations-là entre les mains, mais vous pourrez questionner demain nos collègues de l'Association des libraires du Québec qui vont être ici. Ils vont avoir probablement l'information. Je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Merci. On a parlé, vous venez juste de parler des librairies agréées et bon, des 6000 titres et tout ça qui doivent détenir, puis la rentabilité aussi, là, le chiffre d'affaires. Bon. Est-ce que vous trouvez encore adéquat ces critères-là? Les critères pour l'agrément? Les critères pour... oui, l'agrément, excusez-moi. L'agrément, le document de la SODEC, là, publié en 2002. Alors, est-ce que c'est encore adéquat d'exiger de maintenir 6000 titres, c'est-à-dire 2000 d'auteurs québécois, 4000 d'ailleurs, et aussi le chiffre d'affaires de 300 000 pour 10 000 habitants et plus dans une municipalité ou 150 000 pour une municipalité de 10 000 habitants et moins? Est-ce que vous trouvez encore ces critères-là, avec les enjeux qu'on connaît des librairies, là, est-ce que vous trouvez encore ces critères-là adéquats? Oui. Puis quand je parlais tout à l'heure, lorsqu'on a parlé et qu'on est arrivé au fameux 10 9 mois, ça a été une des choses aussi qu'on a discuté. Est-ce qu'on réouvre la loi 51? Est-ce que ça se re-questionne? Et tous les membres du milieu étaient d'accord pour dire que cette loi-là, elle avait encore sa raison d'être. OK. Et vous venez de parler, est-ce qu'on réouvre la loi 51? Est-ce que vous êtes d'accord est-ce qu'on pourrait réouvrir la loi et à ce moment-là, la réglementation du prix et le numérique en ferait partie? Je crois que c'est important pour le prix réglementé de faire une nouvelle loi et non pas réouvrir la loi, de ne pas l'inclure dans la loi 51. Pour moi, c'est une nouvelle loi. Car la loi 51 doit rester telle qu'elle est présentement. On est assez d'accord dans le milieu. Donc, vous la trouvez satisfaisante? Tout à fait. Quitte à modifier les règlements, certains règlements ou certains critères, là, mais... Pour rajouter le numérique dans les règlements. Par exemple, lesquels? Ben, ça pourrait être, bon, je ne veux pas me lancer dans des questions très techniques, là, mais des questions de tabelles, c'est-à-dire le taux de conversion là, de l'euro ou du franc suisse. C'est toujours en français dans la loi. La définition du livre qui pourrait inclure maintenant le numérique, mais c'est ça. C'est changer quelques règlements, mais pas changer la loi au complet, ça c'est sûr et certain. OK. Dans le rapport Larose, la page 25, qui a été publié en 2000, hein, le rapport Larose, on parle de ça, alors c'est 2000, on mentionnait en parlant de l'ampleur méconnue de l'Internet sur l'industrie du livre pour ceux qui occuperaient ce marché, ferait face à une concurrence internationale de haut niveau et à des guerres de prix. Il mentionnait aussi que les libraires indépendants du Québec pourraient donc avoir avantage à se regrouper et à étudier le fonctionnement de certains regroupements du même type qui est né en France ou aux États-Unis.
Alors, cette idée fait aussi écho, bon, vous l'avez entendu, de la chaire de la gestion des arts du HEC. Alors, pouvez-vous commenter sur ces deux énoncés-là? Bien, c'est ce que nous avons fait. Okay. Nous, la coopérative des librairies indépendantes a été créée en 2007, donc après la recommandation du rapport Larose. Puis, en effet, rapidement, les libraires indépendants ont réalisé que pour s'implanter dans ce marché du web-là, dans le marché du livre numérique, puis dans différentes offensives promotionnelles ou commerciales, individuellement, ça allait être très difficile d'arriver à réussir. Donc, c'est pourquoi l'association a été créée, ça fait 5 ans, puis c'est une association très dynamique qui développe beaucoup de projets pour ses membres. Les membres apprécient ces projets-là, ils participent de façon importante. Aujourd'hui, une librairie indépendante comme la librairie Les Bouquinistes ou la librairie Vaugeois ou la librairie Le Furteur, si les librairies indépendantes du Québec n'avaient pas existaient pas, je ne suis pas sûr qu'elles vendraient du livre numérique au grand public et aux institutions. Aujourd'hui, avec notre regroupement, ils sont capables de le faire. C'est quand même un acquis assez incroyable pour le réseau des indépendants. Puis la vente de livres numériques aux bibliothèques publiques, les libraires indépendants ont été les premiers au Québec à le faire. Ça a été les libraires indépendants avant même les chaînes. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable pour ceux qu'on appelle souvent des petits joueurs, alors qu'ils ne sont pas petits nécessairement, là. Mais... Et les 90 membres, à ce moment-là, est-ce qu'il y en a d'autres qui ne se sont pas regroupés avec vous? Est-ce qu'il en reste encore beaucoup? Il y a certains libraires indépendants qui ne sont pas membres chez nous. Pour des raisons différentes. Il y a certaines librairies très spécialisées, par exemple en langue ou en bande dessinée ou en livre jeunesse, qui, pour eux, c'est un peu trop spécialisé. Le livre numérique, le web, c'est pas nécessairement quelque chose d'intéressant pour eux. Donc, ils ne sont pas membres chez nous pour le moment. La revue Libraire est très généraliste, donc parle de littérature, d'essais, de bande dessinée. Ça ne correspond pas nécessairement à leurs besoins. Puis il y en a d'autres qui sont débordés par le quotidien aussi. Hein? Ils reçoivent à tous les jours des centaines de nouveautés, ils doivent ouvrir des boîtes. Il y a 1 ou 2 personnes, parce que c'est une librairie en région qui travaille à temps plein. Ils n'ont pas nécessairement le temps de réfléchir à est-ce qu'on est présent sur le web, est-ce qu'on devient membre de votre association. Ils sont préoccupés par le quotidien, ouvrir les boîtes, l'offrir à leur clientèle, contacter les clients, écoles ou bibliothèques. Mm-hmm. Une dernière question, et je passerai la parole à mon collègue. La directrice générale de l'Association des libraires, Mme Catherine Fafard, mentionnait le 4 février 2013, et je la cite, « Ça passe ou ça casse ». La rentabilité est de l'ordre de 1%. Je suis presque généreuse. En réglementant le prix, ce taux de rentabilité va s'accroître ne serait-ce que de 0,2%. Ça va sûrement sauver quelques librairies qui pensent fermer ces jours-ci. Alors, pouvez-vous nous dire 0,2%, ça signifie quoi? Ça, c'est combien pour une librairie? Et est-ce que ça l'empêcherait vraiment une librairie de fermer ses portes? C'est sûr que ça semble peu, 0,2%, mais je pense que ça peut faire une différence parce que présentement, nos taux de rentabilité sont autour de 0,89%, si je ne me trompe pas, selon l'étude de l'AQ que vous allez avoir demain. Donc, 0,2% de plus, on tombe à 1%, ce qui est déjà quand même mieux. Il faudrait une rentabilité de 4% pour être vraiment confortable. En général, on disait tout à l'heure pendant notre dîner que les librairies en général, c'était entre 0,5 et 2,8%. 1,2% dans notre cas fait la différence, oui. Pensez-vous que la réglementation est vraiment la solution ou si ça prend autre chose? C'est un début de solution. C'est quelque chose qui va nous permettre d'être plus confortable, de pouvoir, je pense, être plus créatif, de mieux réfléchir. Je pense que c'est un outil qui va nous donner la chance de, comme disait tout à l'heure Dominique, on est pris dans notre quotidien, de peut-être sortir un peu de quotidien, souffler un peu et pouvoir réfléchir à d'autres solutions ça va juste nous donner une chance. Plus qu'une chance même, en fait. Il n'y a personne dans l'industrie, même s'il y a un consensus autour de la volonté d'établir le prix réglementé, il n'y a personne dans l'industrie qui pense que c'est la solution qui va conserver l'ensemble des librairies. C'est une solution parmi tant d'autres. Comme industrie, on va devoir trouver d'autres solutions aussi, puis on va tabler là-dessus. Mais la réglementation, je pense que c'est un des éléments les plus urgents pour assurer la
rentabilité prochaine des librairies. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ça fait le tour du côté de l'opposition officielle. Monsieur le député Jacques Cartier, aviez-vous un petit mot à ajouter? Allez-y. OK, parfait. Merci beaucoup. Il reste à peu près 2 tour, minutes. 2 minutes. Bienvenue. J'essaie de comprendre parce que dans le point 5 de vos 8 raisons pour réglementer le prix de livres, vous avez dit que la librairie a cependant besoin des ventes des best-sellers. Alors ça, c'est l'enjeu principal. Et j'essaie d'imaginer si on met en vigueur la proposition qui est sur la table, les prix chez les grandes surfaces vont demeurer les meilleurs prix disponibles. Si c'est un rabais de 25 ou 10, peu importe, ça va demeurer bon marché, le meilleur marché possible. Alors, de transformer la personne qui achète ce qui sont dans les grandes surfaces pour d'autres raisons, mais qui vont voir le best-seller, vont le mettre dans leur panier, vont l'acheter avec les autres choses qu'ils ont achetées au magasin. C'est pas le clientèle typique de quelqu'un qui va dans une librairie. Alors, j'essaie de voir le transfert de les achats de quelqu'un qui est dans une grande surface pour faire les ventes pour la semaine, qui va ajouter un best-seller parce qu'ils ont vu une critique dans un des journaux où ils ont visité un ami qui a suggéré qu'il faut acheter ce livre. Je ne vois pas comment cette personne va le lendemain devenir un habitué des librairies. Alors peut-être vous pouvez m'éclairer à ce sujet. Oui, les gens vont continuer à aller chez Costco, c'est certain. Ils seront là. Une fois qu'ils seront rendus, ils vont continuer à y être. Mais je pense Laval, Martel l'a bien dit tout à l'heure, quelqu'un qui est dans la librairie, qui va acheter son livre un peu plus spécialisé, mais qui en même temps se dit, ah, le guide de l'auto, lui, je vais aller le chercher chez Costco quand demain je vais faire mon épicerie. Il est dans la librairie. Son 10 ne vaut pas la peine de faire le chemin jusque chez Costco. Il va probablement le prendre dans la librairie. Celui qui est dans la librairie va peut-être acheter plus parce que oui, on le sait, on vend nos livres plus difficiles, mais les livres plus faciles, souvent les gens les regardent chez nous, mais vont les chercher chez Costco. Mais ils sont déjà chez nous. Ils n'ont aucune raison d'aller chez Costco après pour le chercher. On donnait l'exemple souvent du guide de l'auto, par exemple, qui paraît chaque année, et on en vendait des piles au début. Mais maintenant, à peine une dizaine, parce que les gens vont l'acheter chez Costco. Mais s'ils viennent en librairie maintenant, s'il y avait le prix réglementé, Merci. Je pense. Merci beaucoup, M. Martel. Je vais devoir passer la parole à notre collègue de Montarville. Merci, Madame la Présidente. Madame, Messieurs, merci d'être ici. J'aurais une petite question relativement à ces obligations. Ma collègue de la première opposition en parlait, le fameux 6 000 titres, dont 2 000 titres québécois pour être agréés. Ma question est la suivante. Naturellement, c'est pour le bénéfice de la diversité d'avoir justement cette bibliothèque avec le plus grand nombre de titres possible. Mais quel est, selon l'expérience des libraires et de vos membres, le pourcentage de livres, de ces livres-là, qui ne se vendent pas, qui demeurent sur les tablettes ou qui ne seront jamais réclamés? Est-ce qu'il y en a un où tout s'écoule, ces 6 000 titres obligatoires s'écoulent facilement? En fait, les 6 000 titres, ce sont les titres de fond. Il y a des livres là-dedans qui, effectivement, ne se vendront pas. On peut recevoir un livre à 5 exemplaires parce qu'on y a cru un peu et puis pour une raison ou pour une autre, ben il se vendra pas. Puis il peut y avoir des livres là-dedans que on commande à 1 exemplaire puis ça devient un succès puis on en vend 60. Donc c'est pas, il n'y a pas de règle générale. Logique pour choisir. Non, c'est ça, exactement. C'est pas une science exacte, la librairie. Mais ma question tendait plus pour savoir, en d'autres mots, je ne suis pas économiste, fiscaliste, mais est-ce qu'il y a une portion de perte ou de livres qui ne sort pas, là? Il y a pour les librairies ce qu'on appelle un système d'office. On a pendant 1 an droit de retour sur les nouveautés, ce qui nous permet d'essayer. Il faut savoir que les tirages au Québec d'un livre moyen au Québec, c'est de 500 exemplaires et moins. Il faut savoir que les livres français, les livres européens qui viennent au Québec arrivent souvent à moins de 30 exemplaires. Ces livres-là ont besoin de trouver une place. Faut nous les proposer aux bibliothèques aussi, parce qu'on vend en bibliothèque. Donc, ils vont pas tous se vendre. On aura le droit de les retourner. Nos taux de retour sont pas si élevés que ça. Mais on leur donne une chance. Et effectivement, comme dit Yves, il y a certains livres à bonne quantité qu'on va pas vendre, et il y a des succès surprises, il y a des coups de cœur, on permet aussi, j'ai envie de dire, souvent, les best-sellers vont naître en librairie. Et après, on va se retrouver chez Costco. C'est la base de Exactement. toute la problématique. Si, mais
Oui, allez-y. Oui, c'est plus compléter, compléter. le 6 000, exemple, le 6 000 titres différents n'est pas superflu. Tout à l'heure, je suis allé dîner à proximité de la librairie Vaugeois. Je suis rentré dans la librairie Vaugeois. J'ai fait le tour des rayons. Le livre de fond me faisait des clins d'œil. C'est ce livre-là a un essai politique que je n'avais jamais entendu parler. C'est pas une nouveauté. C'est un livre qui est paru il y a peut-être 2 ans. Je l'ai pris, je l'ai feuilleté. Je voulais l'acheter. Je ne l'ai pas acheté parce qu'on s'en allait dîner. Puis Marie-Hélène va me le pardonner. J'y retournerai bien un de ces jours. Mais c'est important d'avoir cette variété-là, cette bibliodiversité-là en librairie. Ça permet aux gens d'avoir accès à des livres qu'ils ne trouveront pas ailleurs, puis qu'ils ne trouveront pas sur un site Internet nécessairement, parce que ça va être à la 8e page dans la catégorie livres d'affaires, par exemple. J'ai envie de dire, j'avais 2 libraires avec moi aussi, avec toi, qui sont dans les livres toute la journée, puis je les ai vus feuilleter pendant que vous m'attendiez. Merci, madame. Merci infiniment, madame la députée de Monterville. Madame la députée de Gouin. Merci, madame la présidente. Bonjour. Au fond, ça fait plusieurs fois qu'on pose des questions qui se ressemblent à des groupes différents. On obtient des réponses, bien sûr, qui se ressemblent un peu aussi. Et je sens que ce dont on a besoin de se laisser convaincre, le cas échéant, c'est que réglementer le prix du livre, essentiellement pour combattre des rabais exagérés, en tout cas, moi, j'ai pas peur de le dire, dans les grandes surfaces, va vraiment, là, vous permettre d'accéder non seulement à la survie, mais à un développement plus optimal. Parce que vous vivez déjà, moi non plus, je ne veux pas vous traiter en misérable, je connais trop de librairies indépendantes pour ça, mais vous nous dites quand même, s'il vous plaît, faites-le, ça va nous aider beaucoup. Quitte à demander un petit sacrifice aux consommateurs, parce que ça, c'est dans toutes les têtes, y compris celles des journalistes en ce moment. Hein? Est-ce qu'on est en train de demander un effort trop grand aux consommateurs, en particulier aux gens de la classe moyenne ou à revenus, disons, plutôt faibles, parce que les très pauvres, de toute façon, n'achètent pas de livres. Il faudrait accepter de se dire ça. En tout cas, c'est plutôt rare. Ils vont plus à la bibliothèque. Est-ce qu'on est en train de demander un effort exagéré pour quelque chose qui, au fond, ne vous apporterait pas tant que ça? Convainquez-nous. Je pense que c'est pas vrai que ça n'apporterait pas tant que ça. Ça peut empêcher d'autres librairies de fermer, donc ça peut encourager l'accessibilité. J'avais une autre idée, puis là, elle vient de partir. Moi, j'ai envie de rajouter les concepts. Moi, je suis on a des librairies assez similaires. On est sur une rue. Une des premières, les gens qui rentrent beaucoup chez nous, c'est les enfants. Ils ont envie de rentrer dans la librairie. Ils amènent leurs parents dans la librairie. Et les enfants, ils sont contents de voir un choix de livres comme ils n'en voient pas ailleurs. Ils ont envie de se faire... Souvent, moi, je travaille souvent le soir parce que j'ai des restos autour de moi. Pendant que les parents finissent leur vin, prennent leur café, les enfants viennent bouquiner à la librairie tranquillement. Je leur demande pas d'acheter, mais ils ont le temps de feuilleter, ils ont le temps de regarder les livres, ils ont le temps... Et les livres pour enfants sont pas si chers. Donc, les parents, généralement, ils sont prêts à leur acheter. C'est un livre en bas de 10 $, il n'y a pas de problème. Puis, c'est des livres qu'ils ne trouveront pas nécessairement chez Costco. Merci. Mais c'est tout le temps que nous avions, messieurs, dames. Oui. Rapidement, en 10 secondes. C'est une question de choix de société aussi. On a vu le développement des micro-boulangeries un petit peu partout au Québec. On est très fiers de ça. Les fromageries aussi. On peut dire que dans le monde du livre, ça peut être la même chose. Il y a des gens qui vont continuer d'acheter du pain blanc mou, puis il y a des gens qui vont... Merci. Voilà. Merci beaucoup.